Hello, bienvenue sur Report Art. Aujourd'hui, on n'est absolument pas dans le décor habituel puisque nous sommes en Corse pour ce bilan culturel qui va préparer un peu les vacances d'été pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont pas, force à vous. On est ensemble et je te laisse un peu profiter de cette vue pour avoir un peu la vibe de l'été. Alors tout de suite c'est une expérience de filmer en extérieur, donc je sais pas s'il y aura du bruit, du vent et de la cigale qui est en train de chanter comme jamais, donc j'espère qu'au niveau du son ça ira. Et on va pouvoir commencer le bilan culturel. Déjà le mois dernier j'avais oublié de te parler d'un spectacle que je suis allée voir qui est le spectacle de Panayotis, donc c'était un one-man show avec Panayotis qui te raconte un petit peu sa relation avec ses parents, sa relation avec l'amour et le fait d'être en couple, etc. etc. Donc c'était vraiment hilarant. Et il y a aussi pas mal d'interactions avec le public, la salle dans son ensemble, pas forcément une personne qui est ciblée pendant le spectacle. Donc vraiment c'était à l'occasion d'aller le voir, moi j'ai passé un très très bon moment et j'ai beaucoup rigolé, donc je t'encourage à aller voir ça. Ensuite, on va passer à la catégorie qui devrait être un peu plus remplie cet été parce que j'ai pas mal de lectures en cours en ce moment, je les ai pas toutes finies, mais j'en ai fini une sur la plage. Et du coup c'est le Petit livre des couleurs de Michel Pastoureau, qui est du coup un historien de l'art, et plus précisément un historien de l'art des couleurs, parce que donc c'est un livre qui date des années 2000 à peu près. Donc avant cette époque-là, les historiens de l'art prêtaient pas forcément une attention hyper précise pour ce qui était des couleurs. Donc souvent ils passaient un petit peu à côté des symboliques que ça pouvait apporter dans une œuvre, etc. etc. Et du coup Michel Pastoureau il a sorti pas mal de livres qui vont traiter une couleur en particulier. Par exemple il y a Michel Pastoureau, le bleu, etc. etc. Mais moi j'ai pris celui-là parce qu'il y a plusieurs couleurs qui sont répertoriées en petits chapitres qui résument un petit peu cette couleur-là. Donc t'en apprends beaucoup, t'en apprends aussi sur l'origine des couleurs, sur le fait que certaines conceptions qu'on a aujourd'hui en fait sont extrêmement modernes et qu'au Moyen-Âge c'était pas du tout comme ça qu'on pouvait voir telle ou telle couleur, ou par exemple le blanc au Moyen-Âge est considéré comme une couleur, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, etc. etc. Donc franchement c'est un livre qui est très simple à lire et c'est sous forme d'entretien avec Dominique Simonet. Donc du coup tu sens que Pastoureau et Simonet parlent quand tu es en train de lire, donc c'est assez agréable et si t'es pas un gros lecteur, franchement ça passe tout seul sur la plage, c'était très bien à lire. Ensuite on va passer à la catégorie film, donc cette fois j'en ai vu qu'un et c'est Les Crimes du futur. Je le recommanderais pas forcément à tout le monde parce que je pense que c'est le genre de film qui soit plaît, soit ne plaît pas du tout. C'est assez particulier et en gros ça va parler, on est dans une société en dehors de notre ère, genre bien dans le futur, où la nouvelle passion des gens c'est de se faire mal, de se charcuter, etc. Enfin, tu vas me dire, il y a déjà des choses un peu comme ça de nos jours, mais bon bref. Et du coup c'est un film qui est très particulier, qui a une ambiance très sombre, un des personnages principaux qui tousse pendant tout le film, j'avais juste envie de tousser. Petite note aussi, j'avais mes règles pendant le film, donc dès que les personnages souffraient j'avais des crampes en même temps, donc je ressentais la douleur des personnages en même temps, non c'était pas drôle franchement, j'étais en train de souffrir, bref. Donc globalement on est dans une société où de nouveaux organes poussent, on va dire, à l'intérieur de nos corps, etc. Mais c'est des organes modifiés qui sont pas naturels, et on suit un couple de performeurs artistiques qui font en fait des opérations devant tout le monde où la jeune femme sort les organes de son partenaire, des organes qui sont tatoués et qui ont une forme particulière, etc. Bref, c'est comme une performance artistique. Moi personnellement, comme évidemment j'ai une éducation en histoire de l'art et tout, ça m'a rappelé des choses au niveau du body art et des performances qui pouvaient être très violentes et qui mettaient vraiment le corps de l'artiste à l'épreuve. Donc moi j'ai vu des petits trèfles un peu dans mon cerveau, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier, mais qui interroge aussi qu'est-ce que l'humain, que vont être les nouveaux humains, etc. Il y a toute une réflexion avec la narration principale que je vais pas dévoiler là,
je mettrai un timecode à ce moment-là parce que sinon ça risque de te spoiler, mais c'est vrai que les premières minutes de film, en fait, je me suis demandé si je m'étais pas trompée de salle parce que par rapport à la bande-annonce et tout, je comprenais pas trop au début ce qui s'y passait et puis il y avait pas les personnages de la bande-annonce, du coup j'étais un peu là en mode est-ce que je me suis trompée de salle ou pas? Mais après, au fur et à mesure, tu comprends des choses. La fin est aussi assez particulière parce qu'elle se finit très brutalement et il y a des questions qui restent en suspens et des choses que personnellement je n'ai pas tout compris, mais apparemment c'est normal avec ce réalisateur, mais j'ai pas tout compris. Voilà. Pour ce qui est de la narration du coup principale, on va spoiler un peu. Enfin le petit garçon du coup qui meurt au début, qui est un mangeur de plastique, en fait représente ces nouveaux méta-humains qui seraient des mangeurs de plastique. Donc les nouveaux méta-humains seraient un peu en train de réparer tout ce qu'a pu produire l'homme, notamment au niveau du plastique, et du coup pour réparer ça, le nouvel homme maintenant se nourrirait exclusivement de plastique pour éliminer tout ce qu'il a pu produire et tout ce qu'il a pu causer à l'environnement. Donc si t'es en dehors de la partie spoil, petit lien parce que je m'en suis rappelée en disant ce gros spoil, mais il y a aussi une réflexion sur l'écologie vis-à-vis de ces nouveaux humains. Donc voilà, en vrai je le recommande parce que c'est un bon film, que ça soit au niveau de la mise en scène, au niveau de la photographie, etc. Mais c'est quand même très malaisant. Pour ce qui est des chirurgies qu'on peut voir, je les ai pas trouvées ultra gore, au contraire, comme c'est présenté vraiment comme une espèce de performance artistique et parfois comme des scènes très érotiques aussi, parce que c'est une phrase à un moment qui est dit dans le film, c'est genre que la douleur est le nouveau sexe, ou le nouveau sexe est la douleur, quelque chose comme ça. Et du coup au final c'est pas si atroce que ça à regarder. Après effectivement si t'aimes pas le sang, voir des scalpels s'enfoncer dans des peaux et tout, c'est peut-être pas pour toi, mais franchement je pense que ça aurait pu être 3 fois plus gore et ça l'était pas tant que ça bizarrement. Donc voilà pour ce film qui m'a beaucoup perturbée ce mois-ci. Ensuite on va passer aux séries. Évidemment, j'ai regardé Le Flambeau, donc très contente de retrouver la bande de Jonathan Cohen. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je l'ai préféré à La Flamme, mais en tout cas, très contente de retrouver toute cette équipe. J'ai bien rigolé avec Annick, etc. Donc je pense que de toute façon, t'en as entendu parler un peu partout. Moi, j'ai trouvé ça très sympa et voilà. Ensuite, en ce moment, sur Netflix, En fait, j'ai fait toutes les saisons de RuPaul Drag Race All Star. Donc en fait c'est une compétition de drag queen, je t'en ai parlé déjà plein de fois dans des bilans culturels, mais là en gros c'est un peu les meilleurs de leur saison ou celles qui ont le plus marqué l'émission qui reviennent pour prétendre au titre genre de drag queen suprême, enfin vraiment d'être au top du top quoi. Et du coup voilà, j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça très bien. En plus en ce moment il y a RuPaul Drag Race version France qui sort. Il y a le 2e épisode ce soir au moment où je te tourne ce bilan culturel. Donc je t'invite à voir aussi, c'est hyper cool que ça puisse arriver en France. Donc voilà. Ensuite j'ai regardé l'émission, la télé-réalité plutôt, 20 ans et plus, toujours sur Netflix, où on va suivre en fait 4 filles, 4 garçons qui viennent d'arriver à Austin pour potentiellement soit apprendre à mieux se connaître, soit arriver dans une nouvelle ville pour élargir leurs opportunités professionnelles, pour rencontrer de nouveaux gens, pour rencontrer l'amour, etc., etc. Donc au niveau du pitch et tout, ça m'a beaucoup rappelé à l'époque ce que pouvait être Terrace House au Japon. J'en ai déjà beaucoup parlé aussi sur la chaîne Fut un temps. Du coup, je trouvais ça très sympa à suivre. Franchement, c'est sans prise de tête. C'est sympatoche à suivre, quoi. Et les looks de Isha, soit dit en passant, sont magnifiques. Mais voilà, tu verras quand tu pourras regarder ça. Mais je te conseille, si tu cherches un truc sans prise de tête, tranquille, à regarder pendant que tu fais autre chose, franchement, c'est très bien. Et ensuite, j'ai regardé la série française HPI, qui est du coup une série policière où je retiens jamais les noms. Morgane, qui est du coup une femme HPI, donc à haut potentiel intellectuel, va intégrer la police judiciaire et va aider à résoudre des meurtres, etc., etc. Son personnage est quand même un énorme stéréotype, hein, et je suis pas personnellement HPI, mais je pense, et j'ai cru voir aussi des choses passer là-dessus,
évidemment, c'est romancé, c'est pour une série quoi, télévisée, donc c'est pas forcément, la meilleure représentation de quelqu'un qui pourrait être HPI. Donc voilà, prendre avec des pincettes et plutôt avoir ça comme, une série policière un peu fun, on va dire. Mais ouais, non, c'était sympa à voir franchement, il y a un fil rouge évidemment tout au long de la série, comme en fait, les séries policières habituellement, voilà. Donc c'était plutôt sympa à voir. On va passer à, tout ce qui est culturel et là, il y a pas mal de choses. Donc, au début du mois, je suis allée au château de Sceaux parce que je n'y étais encore jamais allée. Je préviens tout de suite, en semaine, il n'y a que le château principal et les écuries où il y a les expositions qui sont ouvertes et le jardin est ouvert tout le temps. Donc le château il se fait assez vite, il est très mignon, c'est très bien expliqué à l'intérieur, il y a de jolies petites choses et tout, mais ça se fait vraiment vite. Pour ce qui est de l'exposition, c'était une exposition sur les dessins qui m'a pas laissé un gros souvenir, j'ai pas forcément apprécié, surtout que au niveau des explications, moi c'est des choses que par exemple je connaissais déjà, au niveau des techniques de dessin, etc. En plus comme j'ai étudié l'illustration en plus, bon ça m'a pas apporté plus, je pense que c'est bien pour le très très grand public vraiment, parce que je pense que même au niveau du grand public ça apporte pas forcément plus que ça, à voir, à vous de me dire si ça vous a apporté quelque chose. Mais voilà, j'ai pas forcément aimé les dessins qui étaient présentés, j'ai pas... Il y en a où j'ai accroché et d'autres moins. Si ça t'intéresse, il y a du Fragonard et du Hubert Robert, si tu connais ces noms et que t'aimes bien ça, et que tu les aimes bien. Voilà, je préfère te le dire, mais c'est vrai que ça m'a pas transcendé. Et ensuite, le Paris de Sceaux, toujours très joli à voir, il y a des fontaines, un lac, des petites fontaines à découvrir et tout, et vraiment il était très sympa à faire, donc je te recommande. Évidemment quand il fait très chaud, pense à t'hydrater et à mettre de la crème solaire parce que ça tape aussi au Parc de Sceaux. Ensuite, je suis allée au musée de la vie romantique voir enfin l'exposition Héroïne romantique et je ne pourrais que te la recommander parce qu'elle est très accessible au grand public et franchement elle était très bien, elle est assez petite aussi, ce qui est quand même assez digeste si t'es pas habitué à faire des expositions, et elle est vraiment très bien expliquée. Donc Héroïne romantique, ça parle en fait de la représentation de femmes qui viennent de la littérature, de l'opéra, etc., etc., au 19e siècle, représenté notamment par les romantiques et de comment ils les traitent picturalement, c'est quoi les stéréotypes, etc. Par exemple, tu vas avoir beaucoup de femmes en souffrance, hyper pâles, très fines aussi. Donc c'était une exposition qui est très bien expliquée parce que les différents personnages, par exemple les personnages historiques, etc., il y a toujours un petit cartel qui va t'expliquer qui c'est. Il y a quelques personnages où c'est pas le cas. Il me semble que Héloïse, je n'ai pas vu de cartel explicatif sur elle. Et après, quasiment chaque œuvre est expliquée, ce qui est super intéressant. Les cartels prennent aussi un parti pris plutôt féministe, donc ça fait du bien de voir ça. Et vraiment, c'était très très sympa à faire. Les œuvres sont très jolies. Et la scénographie est vraiment bien faite en fait c'est vraiment par chapitre, genre les héroïnes historiques, les héroïnes de romans, les héroïnes opéra, théâtre, etc. Donc franchement je te la recommande, et en plus de ça tu peux aussi passer voir du coup la maison principale qui était la maison de cet artiste, j'ai oublié son nom, honte à moi, mais là je me fais piquer par les moustiques, j'ai chaud, je suis crevée. Bref, mais voilà, donc c'est sa maison et tu vas retrouver du coup certaines de ses œuvres, de ses contemporains, et voilà, donc ça peut être aussi sympa à faire. Ensuite, on va passer à ce que j'ai fait en Corse, donc je suis passée à Bonifacio qui est une ville fortifiée qui était réputée comme étant une ville imprenable, donc c'est une ville à visiter, c'est assez sympa à faire. Le seul inconvénient je dirais c'est que c'est quand même devenu vachement une ville très touriste, du coup par exemple sur les saisons juillet août il va y avoir énormément de monde, et le truc en fait le plus intéressant que j'ai trouvé personnellement à faire c'est un petit tour en bateau qui te permet de voir la ville depuis la mer, et tu vois aussi des grottes qu'il y a dans les falaises, etc. Donc ça c'est assez sympa à faire, mais c'est quelque chose qui coûte cher.
Donc à voir si t'as le budget ou des chèques vacances comme ma famille. Voilà. Ensuite, on va passer au musée de la préhistoire et de l'archéologie de Sartène, qui a été un petit peu ma déception. Je pense qu'à l'arrière, tu peux voir, il y a peut-être des parachutes. Ce qui me fait signe à la fenêtre de te montrer les parachutes qui sont en arrière-plan. Bref. Mais du coup, ceux qui suivent sur Insta ont un peu suivi ma déception de ce musée, parce que du coup, c'est un musée d'archéologie brut, ça c'est sûr, dans le sens où c'est vraiment un pur musée d'archéologie, quoi. T'as des artefacts, des restes d'ossements, etc., etc. Et tu suis un petit peu du coup l'histoire de la Corse de moins 3000 avant Jésus-Christ, je crois, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est quand même assez intéressant de voir l'évolution de tous ces artefacts, de voir tout ce qu'ils ont pu trouver dans la région, etc. Sauf qu'une fois le premier étage fini, on arrive devant une pancarte qui nous annonce que le reste du musée est fermé. Donc on a fait un étage sur peut-être un étage slash salle sur peut-être 5 ou 6 autres salles. Donc vraiment on a fait que le début du musée. Donc c'était un peu la déception, surtout qu'il y avait l'air d'avoir des choses vraiment très intéressantes. Et donc ça, très déçue, surtout qu'on n'a pas été prévenu à l'accueil. Il n'y a pas eu non plus de tarif préférentiel par rapport à cette fermeture. Donc effectivement c'est pas un musée qui coûte hyper cher non plus, mais la moindre des choses c'est de prévenir. Et sinon t'as aussi une vue sur la ville de Sartène. Donc voilà, donc malheureusement c'est tout ce que je peux te dire de ce musée, parce que j'en ai fait même pas la moitié, je suis trop déçue. Mais le lendemain, je me suis réconfortée en allant voir le site archéologique de Filitosa, qui est, je pense, le site archéologique que je te conseille si t'es dans la Corse du Sud. Donc on va aller découvrir les menhirs sculptés de la période... de quelle période, je ne sais même plus. Je crois qu'ils datent de... Est-ce que aussi daté de 3000 avant Jésus-Christ peut-être? Je ne sais plus, j'ai déjà oublié les dates, c'est une catastrophe. Mais en gros c'est un site archéologique, donc tu visites le site qui a été découvert, tu vois les quelques restes d'habitation, de pièces, d'abris sous roche, ce genre de choses, mais surtout les fameux menhirs sculptés qui ont des formes anthropomorphes, donc des formes humaines, qui sont super intéressants. Donc soit ça a une fonction culturelle, soit c'est peut-être des représentations de personnages importants dans la communauté, ou alors d'ennemis, les archéologues ne savent pas vraiment. C'est un site qui a commencé à être fouillé en 1954, et qui est rendu du coup accessible au public aujourd'hui. C'est vraiment très sympa à faire, et d'être vraiment en fait sur le site. Et ensuite, une fois ta visite du site faite, tu passes au musée. Donc après avoir vu en gros la pratique, on va dire, enfin avoir vu les œuvres vraiment sur leur lieu et devant toi, tu passes un peu plus au théorique et on t'explique un peu plus la fouille, etc. Les différents objets qu'on peut trouver, comment ils ont pu extraire aussi ces pierres pour faire les menhirs, etc. C'est un tout petit musée par contre, mais franchement très suffisant pour expliquer le site. Tout au long de la visite aussi, t'as des bornes d'explication. Parfois c'est vrai qu'elles n'étaient pas forcément claires sur... parce que par exemple elles te disaient ouais à droite vous avez ça. Genre à droite t'as plein de trucs et t'es en mode de quoi elle parle. Donc de temps en temps il y a des petites incompréhensions comme ça. Et puis aussi quand tu es sur le site même, parfois c'est compliqué de déterminer ce qui est seulement caillou quoi, et ce qui est roche altérée par l'homme. C'est un petit peu compliqué parfois à déterminer, et c'est une fois au musée quand tu regardes un peu la map où tu dis ah ça en fait c'était pas juste un rocher, ça a été altéré. Donc voilà, donc peut-être qu'après il faut retourner un peu sur le site si tu veux vraiment aller revoir ces roches altérées que tu as pu identifier. Aussi pour tous les sites extérieurs en Corse, si tu y vas en été, je te conseille vraiment d'y aller quand c'est des jours couverts où il n'y a pas du soleil à fond parce que ça tape très très vite. Je te conseille de t'hydrater, de toujours mettre ta crème solaire. Voilà, vraiment parce qu'il fait très chaud ici, et ces sites-là et les villes que je t'ai présentées, ça tape et il fait très très chaud. Donc voilà, pour ces petites recommandations en Corse, je pense que là de toute façon je rentre bientôt à Paris, donc je n'aurai pas d'autres visites, mais voilà, si tu passes en Corse du Sud, c'est mes petits conseils de visite. J'aime bien généralement pouvoir te parler d'autres choses que les événements à Paris, donc
voilà, et je pense que ça sera tout pour ce bilan culturel qui, j'espère, est quand même assez bien rempli. Il y a pas mal d'expositions qui vont je vais pas mal faire d'expositions le mois prochain parce qu'il y en a pas mal qui vont bientôt se finir, donc je vais rusher pour en faire un maximum avant qu'elles ne disparaissent. Et puis il y aura aussi des livres parce que je suis en train de lire plein de trucs en même temps, donc on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau bilan culturel, mais on se retrouve déjà la semaine prochaine, dimanche 9h pour une nouvelle vidéo. Salut!